Marc Assad, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à Mémoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre enfance? Oui, j'ai venu au monde dans une petite municipalité dans l'Outaouais qui s'appelait Buckingham, Québec, mais c'était plutôt francophone. Et mon père qui venait du Liban, ma mère était canadienne-française, irlandaise. Parce que mon père était de l'Église orthodoxe, il était classé comme protestant, donc j'étais obligé de m'inscrire à l'école protestante, anglais, évidemment à Buckingham. Puis après ça, j'ai été à l'Université d'Ottawa par la suite. Mon enfance, heureusement, il y avait l'école Saint-Michel, l'école francophone, puis il y avait un cours de récréation. C'était le centre de ma vie, ça, pour plusieurs années. Donc, j'ai fait beaucoup d'amis. Toutes mes amis de jeunesse étaient, malgré que j'allais à une école anglaise, mes amis étaient des francophones de Saint-Michel qu'on jouait la balle molle, puis on a joué au hockey parce que les frères construisaient des rondelles là, de glace en hiver. Donc, c'était le centre de mon activité dans ce temps-là. Et dans votre famille, est-ce qu'il y avait beaucoup de discussions politiques, internationales ou canadiennes? Bien, on était une famille originairement de 9 enfants. J'avais 6 frères et une sœur, parce qu'il y en a une qui est décédée avant que j'ai venu au monde. Puis, j'étais le petit de la famille qui est venu plus tard. Okay. Parce que la différence entre l'aîné de la famille et moi, il y avait 15 ans de différence. Donc, j'ai toujours dit qu'on était les derniers toits que tu n'as pas supposé d'être. Et finalement, pour dire qu'avec mes frères, oui, il y avait des discussions politiques. Mais ici, moi, en particulier, ça m'intéressait beaucoup parce que je me rappelle très bien de la campagne électorale de 1952. J'avais à peine 12 ans. Puis j'avais suivi des orateurs. C'était à l'époque où il y avait des orateurs puis il y avait beaucoup d'assemblées politiques. Donc, ça m'a toujours fasciné. Puis, à l'âge de 16 ans, j'avais suivi la campagne, évidemment. Puis le grand tournant en 1960, avec l'arrivée de M. Lesage puis son équipe de tonnerre qu'on appelait. Malgré que je n'avais pas le droit de vote, même en 60, parce que le droit de vote est arrivé un peu plus tard pour les plus jeunes. Donc, grosso modo, mon implication dans la vie politique, ça se limitait à surveiller qu'est-ce qui se passait. Oui, mais déjà, vous étiez intéressé, même plus jeune. Oui. Et vous avez commencé à vous intéresser à l'histoire et vous avez choisi d'étudier en histoire. Oui, oui. Quand j'étais à l'Université d'Ottawa, évidemment, j'avais pris une spécialité de l'histoire. Puis j'allais à la succursale de l'Université d'Ottawa qui s'appelait Saint-Patrick. Puis par la suite, j'avais décidé de faire une maîtrise en histoire à l'Université d'Ottawa. Puis il y a un de mes professeurs que j'avais, il aimait ça discuter de la politique, c'était un francophone. Puis à un moment donné, il m'avait mis l'idée dans la tête, je me rappelle, en 67, l'année de l'exposition. Il m'avait dit, vous devrez envisager peut-être une carrière dans la politique. Il avait semé qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, j'ai suivi ça de très près. Mais le point tournant est arrivé en 68. Aux élections fédérales, j'avais vu un changement dans la population. Et surtout dans les circonscriptions que je demeurais, ça faisait au-delà de 31 ans que c'était le même parti politique qui était représenté, était au pouvoir, l'Union nationale. Mais j'avais senti qu'il y avait un changement. Donc, j'avais approché les instances supérieures du Parti libéral à l'époque. Il y avait M. Paul Desrochers qui avait un grand talent d'organisateur. Puis j'ai démontré mon intérêt, subtilement, parce que j'étais jeune. Et lui, il m'a présenté une situation. Il dit, écoutez, là, vous allez faire une tournée. Quand vous faites une tournée de quelques mois, téléphonez-moi. Je vais envoyer mon équipe, puis ils vont faire une tournée.
puis on va décider si c'est plausible, votre affaire. Vous aviez quel âge, là, environ? 28 ans. OK. Et est-ce que vous étiez déjà membre, vous militiez pour le parti? Oui, oui, OK, OK. Donc, là, vous étiez rentré comme militant. D'accord. Donc, ils ont fait la tournée, puis ils ont trouvé que c'était plausible. Mais j'avais une condition, j'avais dit auparavant, quand on choisissait le candidat officiel du Parti libéral, la convention, c'était toujours déchirant. Et c'était toujours à la dernière minute avant l'élection. Donc, c'était pas le temps de mettre une équipe sur pied, puis parce qu'il y avait 35 municipalités, ça prenait beaucoup d'organisation. Mm-hmm. Donc, ils ont été convaincus que de faire la convention 1 an et quelques mois avant le temps pour donner la chance, puis la condition était, il faudrait que ce soit une convention unanime. Pas de chicane, quand on commence à organiser, qu'il n'y aurait pas des différentes prises de position à cause que... Vous vouliez que tout le monde s'entende sur la candidature. Exactement. C'est ça qui s'est produit. Mm-hmm. Donc, pour toutes les fins pratiques, la campagne électorale a duré pour moi 1 an et 2 mois. Mm-hmm. C'était une longue campagne. J'ai jamais arrêté parce que j'avais senti le besoin de mettre sur pied une organisation politique qui n'a jamais existé pour notre parti. Mm-hmm. Qui n'a jamais existé dans votre région. Non, pour le Parti libéral, c'était toujours à la dernière minute. Ah oui, oui, d'accord. Donc, j'avais réussi à mettre sur pied une équipe. J'ai été favorisé parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens que j'aimais beaucoup, que c'était des caractères attachants. Mais il y a toujours, en politique, il y a toujours un élément de chance. Oui. Ça, là, des gens qui parlent d'une carrière politique, c'est bien beau, mais la chance... Il y a des opportunités à saisir. Des opportunités, il y a des événements qui se produisent qui peuvent changer la donne complètement. Avant d'y arriver, j'aimerais juste vous faire parler sur le fameux changement que vous avez mentionné. Vous disiez que vous observiez autour de vous un changement. 1970, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui change dans la société québécoise. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots de quoi vous parlez? Oui. À l'élection de 68, même des années 60, j'avais remarqué dans la circonscription que j'étais Papineau, au provincial. Au fédéral, ça s'appelait, ça a changé de nom. C'était Labelle, puis après, ça a devenu Gatineau. Dans le secteur rural, j'avais remarqué que les créditistes étaient très forts. Il y avait Réal Cowett à Ottawa. Il venait très large. Beaucoup de monde croyait dans Réal, malgré qu'il y avait un grand talent, laissez-moi vous dire, parce que j'ai eu la chance de l'écouter personnellement à des assemblées, puis c'était quelque chose à voir. Vous étiez sensible aux grands orateurs. Ah oui, oui. Lui, c'était un spectacle à ne pas manquer avec lui. Donc, j'avais remarqué que les créditistes avaient une mainmise qui était forte. Puis je voyais que ça pouvait nuire à la partie opposée. Quand je vous dis la chance est arrivée, c'est qu'en 69, à l'automne, je me rappelle très bien, j'étais candidat officiel du Parti libéral, mais les créditistes avaient décidé de fonder un parti provincial. Et ils ont eu leur convention pour élire un chef, qui était M. Camille Sanson, en 1969. Puis je me rappelle, le dimanche soir, quand c'était officiel, qui était pour présenter des candidats dans les prochaines élections provinciales, ce soir-là, je me rappelle où que j'étais même. J'ai dit ça va être ma chance parce qu'un candidat créditiste va nuire énormément à mon adversaire. Ils vont séparer le vote, finalement. Absolument. Ouais. Je le sentais. Ça, c'était la chance que j'ai eue. Autrement, que ça aurait été très doutable si j'aurais pu passer à travers. Donc ça, c'était pour vous le changement de configuration qui était favorable? Ah oui, très. Ça, c'est l'élément de chance qui est venu m'aider, évidemment. En 1969, vous avez appuyé la candidature de Robert Bourassa. Oui. Aussi, à la chefferie du Parti libéral. Qu'est-ce que vous avez vu en lui? Vous parliez des grands orateurs, mais quand vous avez vu M. Bourassa, qu'est-ce que vous avez vu en lui qui était fascinant et qu'est-ce qui vous a intéressé?
très articulé, un homme qui était très paisible. Et son homme en charge était M. Paul Desrochers, que je connaissais, puis j'avais grande confiance en lui. Et lui m'avait convaincu que l'homme de l'avenir pour le Parti libéral serait M. Bourassa. Puis j'avais appuyé M. Bourassa. Mm-hmm. Donc, c'était quelqu'un qui vous inspirait? Oui, je trouvais qu'avec son approche, là, que c'était une nouvelle ouverture qu'on avait besoin. Puis, il était un homme très sensé, très calme et très posé. Puis, je voyais que c'était pour nous aider beaucoup dans l'image du parti. Donc, vous vous opposiez, entre autres, à un candidat de l'Union nationale et vous avez parlé tout à l'heure de la mainmise depuis si longtemps de l'Union nationale. Vous étiez opposé sur la question de la langue, mais sur quoi d'autre vous étiez opposé? On trouvait que le développement économique, ça ne se faisait pas assez rapidement. Et on trouvait que l'Union nationale représentait une passé qu'on avait évolué. On avait évolué beaucoup avec la Révolution tranquille. Et qu'on trouvait qu'on avait régressé quand ils sont arrivés en 1970. On trouvait qu'il faudrait qu'on retourne à ce qu'on était habitué dans la Révolution tranquille. C'était facile à dire, mais c'est ça qu'on visait, évidemment. Donc, vous aviez peur qu'ils ralentissent l'évolution qui était en train de se produire. Et à cette année-là, Papineau regroupait 35 000 électeurs, dont à peu près 35 000? À peu près, oui. Dont 65 étaient francophones. Et c'est un des 17 comtés protégés qui existent encore à ce moment-là. Pour vous, l'abolition de ce statut-là signifiait une occasion d'enfin pouvoir de redessiner les limites de Papineau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux de ce statut des comtés protégés? Mais les comtés protégés ont été faits durant le même recul dans le temps de la Confédération. Il y avait 16 ou 18 comtés au Québec qui étaient protégés parce qu'il y avait une population assez importante d'anglophones. Mais ça va changer dans Papineau beaucoup. Mais il y avait Brome, puis il y avait plusieurs comtés qui étaient protégés. Il n'y avait pas beaucoup d'électeurs. Mais nous, en 1913, avec la nouvelle carte électorale, on avait aboli ces comtés privilégiés. On avait décidé que ça va être basé sur les populations qui soient assez égales. Et chez nous, évidemment, ça a fait un changement important. Est-ce qu'il y avait de la résistance? Non. Tout le monde voyait que le temps est arrivé de faire le changement. Oui. Mais avant, M. Lesage n'a pas pu le faire parce que ça prenait 2/3 de l'Assemblée nationale pour l'approuver. Il ne l'avait pas. Mais nous, on l'avait en 1970 on avait élu 72 députés. On avait les votes à l'Assemblée nationale pour changer cela. Et évidemment, on parlait de 1970, il y a quand même un événement incontournable cette année-là, c'est la crise d'octobre. Oui, parle-moi-en, oui. Bien, parlez-moi-en. Justement, la crise d'octobre, c'est arrivé, puis il y avait beaucoup de panique. On ne savait pas exactement. Puis, moi, je me rappelle, moi, je trouvais, qu'est-ce que ça vaut, là? Je trouvais que c'était exagéré. Qu'est-ce qui était exagéré? Le danger qui existait. C'était un petit nombre qui avait réussi à alarmer beaucoup de monde. Mais j'ai trouvé que le gouvernement fédéral, avec M. Trudeau, ils ont tenté d'écraser un supposé révolte là, avec des méthodes dramatiques. Les mesures de guerre, c'était pas... Moi, j'ai toujours pensé... La réaction était exagérée. La réaction était exagérée. Et on était pris là-dedans. C'était pas nécessaire d'aller à ce point-là. Je me rappelle, quand Pierre Laporte, justement, je l'avais aimé beaucoup, lui. Après qu'ils ont trouvé Pierre Laporte, même les députés, les polices dans notre local, nous appelaient pour dire « il faut qu'on vous accompagne ». Là, je trouvais ça un peu exagéré, puis je me rappelle, le lendemain matin, ma mère a dit à moi, elle dit « c'est pas nécessaire
Oui, elle ne voulait plus que vous fassiez de politique, hein? Non, elle dit, c'est pas nécessaire, c'est une affaire de police. Elle dit, va donc parler avec le chef de police. Puis j'avais réussi, j'avais pas besoin de police avec moi. En 1972, vous prenez l'initiative de proposer une chronique dans un journal pour expliquer ce qu'était que le métier de député. Qu'est-ce que vous vouliez corriger? Mais disons que beaucoup de gens ne savaient pas qu'est-ce que vraiment que notre rôle. Ils nous voyaient comme députés, mais je voulais expliquer qu'on était le représentant pour les citoyens vers le gouvernement. Comme avec 35 municipalités, j'avais 35 maires avec leur conseil. Eux, ils ont toujours eu la voirie était un item majeur. Donc, il y avait beaucoup de demandes, puis il fallait que je partage le gâteau, si vous voulez, le budget, pour satisfaire les municipalités. Donc, il fallait être très, très minutieux dans la façon qu'on donnait distribuer de l'argent des municipalités. Je ne voulais pas qu'une municipalité dise, bien, l'autre, il y a eu plus que moi, ces choses-là. Puis les gens qui venaient me voir, que ce soit pour l'agriculture, même des chemins, il y avait toujours des discussions sur les chemins, la voirie, et des gens qui avaient des problèmes avec le ministère des Revenus, il y en a eu de ces gens-là. Je trouvais que mon rôle était de le représenter vers les instances gouvernementales, et pas l'inverse. Moi, j'étais là pour eux, pas pour le gouvernement faire ça eux. Puis très souvent, quand j'avais des gens d'un certain âge qui m'arrivaient au bureau avec une lettre qui venait du gouvernement, surtout au ministère du Revenu, je voyais que ça leur inquiétait. C'est normal, hein, quand tu n'es pas habitué. Puis des fois, ils me donnaient la lettre à mon bureau, puis je voyais qu'ils tremblaient même. Tu sais, ils étaient inquiets. Puis moi, je leur disais, je lisais la lettre, j'ai dit très bien, j'ai dit, je vais garder la lettre. C'est moi qui vais s'en occuper. Puis là, je leur disais, là, maintenant, je vous demande une faveur. Là, ils me regardaient un peu surpris. J'ai dit, je veux que vous retournez à la maison, puis vous n'en portez pas aucune pensée là-dessus. C'est moi qui ai la lettre, c'est moi qui est responsable du problème, puis vous. Si quelqu'un vous appelle, peu importe, dites-le, c'est monsieur le député qui a ma lettre, puis c'est lui qui s'en occupe. Ça vient de s'éteindre. Vous ne pourrez pas savoir comment les gens étaient soulagés, hein? De savoir que c'était plus leur problème. C'est moi qui avais le problème. C'était nécessaire de les faire comprendre que mon rôle était de le représenter. Est-ce que vous trouvez que c'est une perception qui a changé aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend mieux les fonctions de député? Non. Toujours pas? Non, c'est pire que jamais. Malheureusement. Et vous avez été prof d'histoire, vous, à vos débuts dans votre carrière. Est-ce que vous... C'est drôle, on entend encore le pédagogue qui essaye d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Oui. Le métier de professeur d'histoire, c'était fort agréable. Parce que les élèves, évidemment, au secondaire, 10e, 11e, la plupart, l'histoire, ça ne leur disait pas grand-chose. Hein? Puis je me rappelle, les quelques mois avant que le mois de septembre avant d'entrer, j'avais eu tout l'été pour réfléchir comment je vais me prendre avec les élèves. Finalement, quand j'étais à l'école, les premières classes que j'avais, je leur disais, maintenant, c'est moi qui est votre professeur d'histoire. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Ça vaut-il la peine? Est-ce que, whatever, donnez-moi votre opinion, très important. La première classe, il était bien calme, il était respectueux, ils n'ont pas dit grand-chose, mais le deuxième, là, ça sortit. Les autres ne voyaient pas l'utilité de l'histoire, puis qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que les Romains, les Égyptiens, puis tout le reste. Puis quand ils ont eu la chance de vider leur sac, là, je les ai expliqué qu'on va lire l'histoire ensemble. Puis j'ai dit, vous allez voir que la nature humaine reste constante à travers les siècles. Et c'est toujours, ça revient toujours pas mal à la même chose, l'individu, l'humain, ses problèmes, puis tout le reste. Donc, ils ont aimé ça. Puis j'ai dit, je vais vous expliquer une chose. J'ai dit, on va avoir des discussions.
pour avoir des discussions, il faut que tu lis avec moi les mêmes choses qu'on va lire ensemble, puis on va avoir des discussions. Mhm. En classe, là, je serais intéressé d'avoir votre opinion. Puis j'ai dit en passant, quand c'est le temps des examens, je vais demander votre opinion. Donc j'ai dit, personne ne peut faillir, je vous demande votre opinion. Donc, il n'y a personne qui va subir un échec, c'est impossible, Mhm. parce que je vous demande votre opinion. Mais vous ne pouvez pas voir comment que ça a fait fureur, dans le sens qu'il était surpris. Puis, Vous avez responsabilisé, en fait, les jeunes. dans les classes, Mhm. à ma grande surprise, j'étais très heureux, quand il y avait des discussions, je voyais que ça marchait parce qu'il y en a un qui donnait une opinion, puis l'autre se levait la main et disait « Non, non, il a mal compris, c'est pas ça. » Oh, vous faisiez déjà de la politique avec eux. Quasiment. Mais j'avais réussi avec les élèves de faire comprendre. C'est quasiment comme un métier de comprendre quels sont les problèmes. Sont toujours les mêmes, le même problème qui revient sur, Oui, oui. sur les individus. On revient en 1973. Vous menez une deuxième campagne et vous remportez l'élection avec une forte majorité. Et vous disiez que c'était la crainte du séparatisme du Parti québécois qui expliquait la victoire. Est-ce que c'était vraiment le cas? En 1973, il faut dire que oui. Ça a joué dans notre faveur beaucoup. Malgré que le Parti québécois, avec M. Lévesque puis M. Parizeau dans le temps, avec son budget de l'an 1, ça avait inquiété beaucoup de gens. C'était facile dans plusieurs comtés. La preuve, 102 comtés sur 110, c'était incroyable. Mais vous disiez que l'Outaouais était une région oubliée. D'ailleurs, vous l'avez souvent fait remarquer. On disait toujours que de Papineau à Québec, c'est 265 000, mais de Québec à Papineau, c'est comme 500 000. Oui. On disait ça. Ouais, bon. Mais en 1913, le 4, le séparatisme était favorable pour beaucoup de candidats dans les ailleurs, mais chez nous, ça jouait un rôle aussi. Mais j'avais réussi avec les municipalités d'avoir une relation très étroite avec eux. Et puis ça a aidé beaucoup, ça. Quand vous dites que c'était négligé comme région, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Au point de vue de route, l'infrastructure n'était pas là. On avait besoin d'un hôpital à Gatineau, dans le temps, la population commence à augmenter. On trouvait qu'on était négligé. On n'était pas si négligé que cela, mais on trouve toujours qu'on est négligé, mais surtout sur la question les routes. Ça a toujours été un issue très important. Oui, en effet. Et ça allait rester longtemps. Oui. Vous avez grandi et vécu en Outaouais, vous nous avez raconté ça, en anglais et en français. Et de plus, vos origines étaient, je mets ça entre guillemets, différentes de ceux qui vous entouraient. Est-ce que vous avez vécu cette différence comme quelque chose de difficile ou pour vous, c'était un atout? Non, c'était pas difficile. Parce que, tout simplement, avec, comme j'ai mentionné, l'école Saint-Michel, c'était le rendez-vous, puis j'ai fait beaucoup d'amis avec ce groupe-là. Donc, il n'y avait aucune difficulté de m'identifier avec mes amis à l'époque. En mai de cette année-là, vous étiez le seul député dit anglophone, selon la presse de l'époque, là on est en 1974, à voter en faveur du projet de loi sur la langue officielle, contrairement à vos collègues anglophones libéraux. Qu'est-ce qui a motivé votre décision et comment étaient perçus vos commentaires par le caucus, par vos collègues? Il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais convaincu de la chose. Je n'avais pas de problème avec ça. Puis, j'ai jamais eu de rapport négatif à ce sujet-là. Je crois que mes collègues savaient très bien où que je me plaçais dans cette situation-là. Un petit peu plus tard, vous avez commencé, vous étiez donc quelqu'un qui aimait les études, vous avez commencé une maîtrise en administration publique. Exactement. Comment ça s'est passé, ça? Bien, avant d'arriver en politique, j'avais suivi 2 ans pour une maîtrise en histoire. Mais ma candidature en 1970 a fait que j'ai été obligé de... J'avais pas fait ma thèse. J'avais le titre, j'ai commencé de la recherche, mais... Et vous avez travaillé sur Honoré Mercier.
Ça, c'était le but OK. pour la thèse de la Oui. maîtrise. Oui. Parce que j'avais eu l'examen, comment ils appelaient ça? Je ne me rappelle plus le nom. Là. Il y avait 3 professeurs qui nous questionnaient Oui. sur nos 2 ans. Puis par la suite, c'est eux qui prenaient la décision si oui ou non tu pouvais continuer, puis faire une thèse, puis finir. OK. Donc, ça a bien été, sauf que la politique est arrivée, Oui. puis je retourne à Québec. Mais rendu à Québec en 1974, je crois, j'avais décidé d'aller prendre une maîtrise en... L'administration publique? Non, c'était à Laval au début, OK. une maîtrise en affaires. OK. J'ai passé 1 an là. Mais là, vous étiez député. Oui, oui, mais j'allais le soir, il y avait des cours le soir, puis tout. Mais il y avait le mercredi soir, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de session, mais j'avais réussi à le faire. Sauf après la première année, qui que je rencontre, c'est Claude Morin, l'ancien ministre Il était fonctionnaire, il était haut fonctionnaire au début de 110 avec M. Bourassa, puis il avait été avec M. Lesage. Donc, je le connaissais, puis je l'ai rencontré à Québec, justement, puis il me dit pourquoi tu n'as pas pris une maîtrise en administration publique? Ah, j'ai dit l'ENAP. Il dit pourquoi tu ne demandes pas de transférer tes crédits à Laval, puis viens à l'École nationale d'administration publique? Je l'ai fait. J'ai fini à l'École nationale d'administration publique à Hull, par exemple, parce qu'en 1976, je n'étais pas candidat, puis j'ai fini le cours en 1979 à Hull. Et comment c'était perçu parce que vous avez eu quelques critiques à cet égard-là, que vous étiez en poste, en fonction, et en plus, vous faisiez des études. Il y a même eu un certain René Lévesque qui vous a critiqué pour ça. Ah ben oui, il y a quelqu'un qui a rapporté que j'étais à l'école. Il pensait que j'étais à l'école toute la journée. J'étais là un soir de la semaine, un mercredi. Puis le mercredi soir, il n'y avait pas de session. C'était n'importe quoi pour... ils ont monté un bateau à Lévesque comme si j'étais jamais à l'Assemblée nationale. C'est pas le cas. En avril 1976, votre région subit des inondations. Il y a des mésententes au sujet de la construction d'un centre d'achat. Évidemment, toujours la question des routes et du transport. Comment est-ce que vous viviez ces contraintes de la vie de député? Mais on était dans la région de l'Outaouais, les 4 députés du coin, là, on était tous impliqués. Quand il y a des inondations, ça a affecté, pas que mon coin, ça a affecté d'autres députés. Mais là, on était présents sur le terrain, à rencontrer des gens qui ont subi des inondations, puis c'était pas drôle. Donc, c'était une période difficile, parce que les gens trouvaient que le gouvernement avait malmené. Il y a eu des inondations. Hydro-Québec a ouvert des vannes qu'on appelait dans le nord, puis il y a trop d'eau qui a descendu. Depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrivé. Donc, ils ont corrigé l'erreur qu'ils avaient faite à l'époque. Mais c'était une période difficile, ça, les inondations. Est-ce que toutes ces contraintes en aussi peu de temps, parce que ça a été vraiment des années un peu mouvementées, vous ont désillusionné de la politique? Non, mais là, c'était rendu plus difficile, évidemment, parce qu'on était au pouvoir, ça faisait 6 ans. Puis, le Parti québécois semblait de gagner du terrain. Oui, il y avait le vent dans les voiles. Justement. Et je me rappelle, il y avait une époque où il y avait un député libéral qui voulait démissionner, des raisons que j'ignore pour le moment. Puis on savait que s'il démissionnait, M. Lévesque était pour être le candidat. Nous, les députés, on était d'accord qu'il soit à Québec ici parce qu'il faisait la tournée au Québec, puis on savait que ça avait un impact. Puis on disait que ce serait mieux qu'il serait ici à l'Assemblée nationale au lieu de se promener à travers le Québec. Mais à l'époque, M. Bourassa ne trouvait pas ça une bonne idée. Donc, malheureusement, il n'a jamais voulu accepter que le député démissionne pour laisser une place pour M. Lévesque. Malgré que, par la suite, j'ai appris que l'homme qui a fait le plus grand travail au sein des comtés puis se promener, c'était M. Parizeau.
Il a fait un grand travail incroyable que le monde ignorait. Hein? Oui, dans les coulisses. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé votre décision alors de ne pas vous représenter cette année-là? En 1976, j'avais eu un conflit avec un des organisateurs de M. Bourassa. J'ai jamais compris leur problème, qu'est-ce qu'il y avait, puis malheureusement, j'ai pris une décision sans réfléchir. J'ai dit, dans ce cas-là, je ne me présente pas. J'ai agi trop vite, sans réfléchir comme il faut. Vous avez déploré aussi, quand on lit dans la presse, dans les journaux, vous avez beaucoup déploré qu'on valorisait beaucoup les orateurs, justement, les personnes qui sont capables de discourir en chambre et que pour vous, le plus important, c'était le terrain. Est-ce que ça a fait partie de la décision aussi, cette désillusion de la perception de votre travail? Non, Non. parce que j'avais l'occasion souvent de me prononcer à l'Assemblée nationale, mais je trouvais que mon rôle, là, c'était auprès du peuple pour les représenter auprès du gouvernement. Je trouvais que notre rôle était avec ces gens. Peu importe les discours en chambre, c'est bien beau tout ça, mais le travail était pour les gens qui t'ont élu. J'ai toujours trouvé que c'est ça qui était notre rôle principal de loin, avant peu importe d'autres choses. Et donc, en 1980, vous allez vous représenter. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé justement là, ce retour? Disons que il y en avait qui me demandaient, est-ce que tu vas retourner? Mais je savais que le retour ne serait pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui y auraient été intéressés. Parce que dans le comté de Papineau, ça a donné l'élection de 1976. Il y avait beaucoup de mécontentement. Et le Parti québécois, ils ont réussi d'élire un candidat qui avait gagné avec une quarantaine de votes de majorité. Oui, là, le Parti québécois a été élu en 1976 avec beaucoup de popularité. Oui. Est-ce que vous aviez l'impression que tout le travail que vous aviez fait là, au début de votre entrée en politique pour reconstruire l'association libérale de votre région, de votre circonscription, était tombé, s'était Était effondré effrité? complètement. Oui, Les gars n'étaient pas intéressés de travailler. Donc, en 80, il y en a qui disaient, bien, il va peut-être avoir une autre convention. Pourquoi que tu ne te prépares pas? J'ai dit, c'est vrai que j'ai vu à ce moment-là que le retour ne sera pas facile. Puis ça ne l'était pas. Parce que finalement, le parti ont décrété une convention, puis il y avait des adversaires. Et quand on a eu notre convention en 80, c'était la deuxième plus grosse convention au Québec. Il y avait 2000 personnes dans une aréna pour choisir le candidat officiel. Laissez-moi vous dire, ça, c'est pire qu'une élection, ça. De faire la tournée pour convaincre les... Remarque bien, c'est tous ceux qui avaient des cartes de membres du parti. Là, c'est ta personne est en jeu, là. Donc, à la convention, avec 2000 personnes, ça a pris 2 tours. Mais j'avais réussi. Mais encore là, j'avais beaucoup d'amis des années précédentes qui ont venu me donner un coup de main. Ouais, finalement. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, finalement, oui, il y avait eu un petit peu un recul, mais vous aviez quand même vos alliances et vos supporters. Et entre-temps, c'est M. Claude Ryan qui est devenu chef du parti. Parlez-nous un peu de vos rapports avec lui et avec M. Bourassa. Bien, mettons, disons, avec M. Bourassa, une chose que beaucoup de gens n'ont jamais saisi, c'était un grand humain. Nous, les députés qui le connaissaient, on l'aimait beaucoup. Comme un homme comme lui, là, quand je vous dis, dans toutes les années que je l'ai connu, puis mes collègues peuvent dire la même chose, il n'a jamais même élevé la voix. C'était toujours un respect incroyable qu'il y avait, un grand humain, cet homme-là. Beaucoup de monde n'ont pas saisi ça de lui. Puis, moi, j'ai trouvé que c'était un homme admirable à tout point de vue, surtout sur sa personne, là. Il n'a jamais critiqué qui que ce soit. Il n'a jamais... C'était un chef idéal, tant qu'à moi. Quand M. Ryan est devenu chef, c'était, comme vous savez, M. Ryan, très intellectuel. Et avec M. Ryan,
on avait des colloques, puis ça durait du matin au soir. Puis lui, rendu à la soirée, on était épuisés, mais lui, sur le plan intellectuel, il pouvait continuer indéfiniment, puis très précis sur toutes les choses. Puis on n'était pas habitué à cela. Et à un moment donné, quand on a préparé le programme du parti, il était rempli de tellement de choses que quand on a sorti notre bouquin avec qu'est-ce qu'on était pour faire, il y en avait tellement qu'on ne savait pas quoi faire avec quasiment. Et moi, durant la campagne, j'ai reçu en retard, comme bien de mes collègues, le programme du parti. Puis c'était très élaboré, plusieurs pages. Puis il fallait distribuer ça à toutes les maisons. Mais C'était fastidieux. oui, on disait que les gens vont regarder qui va prendre 2-3 heures de temps pour lire à travers une affaire. Donc j'ai dit, ce serait mieux de l'oublier. Le 13 avril 1981, vous remportez votre élection, mais c'est le gouvernement Lévesque qui est reporté au pouvoir. Oui. Avec une majorité encore plus grande, mais vous avez gagné. Comment vous avez pris cette victoire personnelle? Bien, en 81, le Parti québécois, il y avait vraiment le vent dans leur voile, là, avec M. Lévesque qui était à son meilleur. Là. Puis il y avait son ministre de l'Agriculture qui était très populaire aussi, M. Garon. Il y avait beaucoup d'éléments favorables. Puis M. Parizeau, évidemment, comme ministre des Finances. Il y avait une équipe pas mal forte. Mais moi, qu'est-ce que je maintiens, c'est que j'ai revenu sur la scène. Là. Tous les bailleurs des municipalités que j'avais servis auparavant, de 70 à 76, j'avais réussi à trouver un maire qui avait beaucoup de prestige auprès des autres maires, qui m'avait appuyé ouvertement. Donc, ils connaissaient beaucoup de monde. Donc, ils ont appuyé ma candidature, puis ils ont décidé de faire appel à tous les maires. Sur les 35 maires, il y en avait 19 qui ont décidé de m'appuyer ouvertement d'une soirée sur une estrade. Ça, c'est rare, ça. Ça a donné un appui. Oui, ça a aidé. J'avais l'appui, parce que dans les petites municipalités, il y a beaucoup de gens qui rencontrent leur maire, puis ils vont lui dire, bien, qu'est-ce que tu en penses? C'était très important que ces gens-là sont favorables à ta candidature. Tu ne veux pas qu'ils te critiquent ou ils sont contre. Donc, il y avait 19 ouvertement. Ça ne veut pas dire que les autres te comptent. Au contraire, il y en avait qui hésitaient de se présenter sur une estrade avec le candidat. Donc, ça avait aidé énormément. Vous êtes nommé porte-parole de l'opposition en matière de services publics. Et on va parler un peu de la fonction publique parce que vous avez déclaré qu'il fallait faire des coupures et que vous étiez satisfait de ces coupures que le gouvernement avait faites. Dans la fonction publique. Je me rappelle, il y avait eu une commission parlementaire, puis je faisais partie avec Jean-Claude Rivet, qui était député à l'époque, pour le Parti libéral. Puis on trouvait que l'imputabilité des fonctionnaires, c'était pas exigeant. Au contraire, on trouvait qu'il devrait avoir plus d'imputabilité pour les hauts fonctionnaires, mais ce n'était pas le cas. Puis on aurait voulu que ça change. Même le Parti québécois, celui qui était la porte-parole pour le Parti québécois à la commission parlementaire, c'était un député de Montréal, je ne me rappelle plus de son nom. Lui était d'accord qu'il fallait que ça change, mais ça n'a jamais changé. Mais j'ai toujours trouvé que la fonction publique, que ce soit fédérale ou provinciale, c'était trop nombreux. Une nouvelle course va avoir lieu à la chefferie du parti et vous allez appuyer Pierre Paradis. Mais ce sera M. Bourassa qui sera élu, évidemment. Vous vous ralliez. Vous direz dans les médias que vous n'aimez pas la manière dont se déroulent les joutes politiques. Vous n'aimez pas la façon dont ça se passe, dont les personnes se parlent entre elles. Vous avez parlé du respect de M. Bourassa. Qu'en était-il de cette culture-là? Avec M. Bourassa, comme j'ai mentionné, on l'aimait beaucoup. Sauf que quand il y a eu la course à la chefferie, j'avais connu Pierre Paradis, qui était mon collègue
à l'Assemblée nationale, puis on avait des discussions souvent. Puis moi, j'avais encore l'amertume de 76. Je trouvais que je n'avais pas été, mettons, protégé, si vous voulez, mais c'est, comme j'ai dit, c'était de ma faute. J'aurais pu faire appel au chef du parti à cette époque-là pour régler le problème. Je ne l'ai pas fait. J'ai agi trop vite, puis maladroite. Là. Donc, j'ai gardé un peu d'amertume, donc j'ai appuyé Pierre Paradis. Puis, mais M. Bourassa, il avait beaucoup d'appui puis beaucoup de popularité. Mais après qu'il ait été choisi chef, quelques mois après, il y avait eu un problème dans ma circonscription. Puis c'était Mme Lise Bacon. Elle m'a dit, tu devrais en parler avec notre chef. Il est nouveau, là. Va le voir à Montréal. Elle m'a appelé, tu vas aller le voir, règle ça tout de suite. Donc, j'ai été à Montréal, je l'ai rencontré, puis à ma grande surprise, la première chose qu'il m'avait dit, il dit, Marc, je présente mes excuses pour 76. J'étais bouleversé. Il dit, vous savez, c'était une période mouvementée, il y avait beaucoup de conflits, puis il dit ça, c'était une injustice, puis je te présente mes excuses. Donc, ça vous a donné, j'imagine, une grande émotion. Donc, j'avais parlé de petits problèmes. Il m'a écouté, il m'a dit, c'est très simple, Marc. Il dit, retourne chez vous, puis dors sur tes deux oreilles. Ça fait du bien, même des années après, Oui. hein, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà eu des enjeux au sujet de la langue? Parce que vous avez dit à quelques reprises que c'était difficile parfois au Salon Bleu. Vous auriez aimé vous exprimer en anglais, mais vous ne pouviez pas le faire. Oh, je pouvais, mais je préférais le faire en français. Comme quand j'étais à Ottawa, j'ai rarement donné des discours en anglais. Mais vous ne pouviez pas parce que vous disiez que la représentation de votre circonscription, c'était francophone. Oui. Puis même à Québec, là, c'était toujours en français, évidemment. Je ne me rappelle pas d'avoir parlé en anglais. Puis comment c'était? Est-ce que vous deviez vous préparer parfois pour essayer de bien maîtriser, mettons, une question? Ah oui, j'avais pris même des cours. Ah oui? Oui, à Québec. En été 1985, M. Lévesque démissionne et vous faites son éloge. Vous dites que c'est un homme qui avait le killer instinct, l'instinct du tueur qu'on dit en politique, qui avait peur de personne, que c'était un grand politicien. Avec le recul, comment vous voyez sa personnalité, son personnage et son rôle? Oui. Sa personnalité en chambre, qu'est-ce qui m'impressionnait, c'est comme je l'ai mentionné, il y avait personne qui pouvait l'intimider, cet homme-là. C'était incroyable. Je trouvais ça bon. Je me rappelle, il y avait un scandale qui avait sorti, je ne me rappelle pas trop, là, ça avait fait les manchettes, il y avait un scandale dans le parti, puis il y avait tout ça de trop. Puis nous autres, le parti, dans l'opposition, on avait misé sur ce problème-là, puis on avait mandaté justement Pierre Paradis pour être le porte-parole, pour pousser le gouvernement, puis évidemment, on visait M. Lévesque dans tout ça. Mais à notre grande surprise, M. Lévesque, là, il a viré ça contre nous autres. Comment il a fait, je ne le sais pas, mais c'était impossible d'intimider ce gars-là. Alors, vous êtes en train de me dire que vous essayez à ce moment-là de l'intimider? Oui, il y avait un scandale, on voulait... Puis il a viré ça contre nous autres. Je veux dire, il ne reculait pas. Il n'était pas, pour dire... Il ne pouvait pas être abattu. Il avait un grand talent comme ça. Puis ça, c'est... En politique, là, c'est peut-être l'élément le plus important. Quand tu ne peux pas intimider un gars, là, il est fort. Hein? C'était le cas. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui expliquait sa popularité aussi auprès du public? Ah oui, les gens, le monde en général comprenait, puis il le voyait comme un homme sincère qu'il était, puis il défendait le Québec et la francophonie, puis les Français, puis notre rôle dans la société, puis il avait raison. C'est sûr qu'il avait raison. Puis on a essayé de continuer cela avec M. Bourassa. M. Bourassa, c'était un grand nationaliste. Ah oui, absolument. Dans votre région, il y a question encore de l'autoroute 50. Je pense que vous y avez jamais échappé, pour lequel vous vous êtes battu justement avec M. McMillan.
M. McMillan m'a Qui succédé. était conseiller municipal à Oui, l'époque. Et mais après, il est venu... il est devenu oui, candidat député, libéral. Quand oui. j'ai été à Ottawa, il est devenu candidat Mhm. libéral, puis il a été élu. Mais l'autoroute 50, Parlez-moi un petit oh peu là, de boy, l'autoroute ça 50. date. Quoi lui ou non, ça a commencé dans les années 60. On parlait d'une nouvelle route pour se rendre à Montréal, sur le bord du Québec. Le seul trajet qu'on avait fait en 1972, j'étais présent quand le Québec a fait une entente avec le fédéral dans qu'on appelait la capitale nationale. C'était le secteur qui partait de Hull à l'époque, puis allait jusqu'à la municipalité où que je représentais, Masson. C'était dans la capitale nationale. Donc, on a fait une entente avec provincial fédéral pour la construction d'une autoroute. Puis la première tranche était secteur Hull jusqu'à Masson. Je dirais peut-être 35 kilomètres à peu près. Puis le but était, éventuellement, on espérait évidemment, ça pourrait continuer à Mirabel, parce que Mirabel a été ouverte en 1975, si je veux rappeler. Et donc, en 1976, il y avait question qu'on ait une autre entente en principe pour continuer l'autoroute 50 jusqu'à Mirabel, parce que le nouvel aéroport, c'était important, en 1976. Donc, si on aurait été élu en 1976, si le Parti libéral a resté au pouvoir, le but était d'avoir une entente en principe pour la continuation. Mais ça n'avait jamais eu lieu. Ça a toujours été présent dans vos, ah oui, ça vos campagnes. Pour les deux, le Parti québécois, tout le monde parlait de l'autoroute 50. Et vous êtes réélu en 1985, vous allez avoir un 4e mandat, et vous l'entamez avec une réflexion sur l'industrie forestière. Vous dites, bon, la deuxième grande source d'emploi dans Papineau. Oui. Et comment est-ce que vous... J'aimerais ça que vous me disiez comment la région a évolué entre 1970, où vous avez commencé, et ce moment-là, donc au milieu des années 80, par rapport à l'industrie forestière, justement. Okay. Dans l'industrie forestière, en 83, j'avais rencontré un type que j'ai été à l'école avec à Buckingham, qui travaillait pour l'industrie forestière à Montréal. Je ne me rappelle pas de le nom. C'était un organisme national du Canada pour l'industrie de la forêt. Puis, il m'avait invité à Montréal, puis il dit, ça n'a pas l'idée de faire un colloque chez vous. Puis, il y a beaucoup de compagnies de pâte et papier, puis voir qu'est-ce que c'est l'avenir là-dedans. Je pensais que c'était une bonne idée. Puis, à ma grande surprise, Radio-Canada, surtout Radio-Canada anglais, ils ont décidé de faire une émission là-dessus parce que les données étaient intéressantes. On était inquiète des puits acides à l'époque. Ça commençait. Puis, on disait que des puits acides vont affecter l'industrie des pâtes et papiers. Parce que si vous vous rappelez, les Américains, eux, ils ne réglaient rien, que ce soit le climat ou le puits acide, ça ne leur dérangeait pas. Puis nous, on était inquiets. Mais les projections de ce colloque-là étaient que les compagnies de pâte et papier, dans l'avenir, il va y avoir des crises qui s'en venaient. Que l'industrie des pâtes et papiers était pour baisser. Et qu'il y avait un problème qui s'en venait, puis il faudrait s'organiser. Puis ça va avoir un impact social au Québec. Donc, en 1988, vous quittez la politique provinciale pour vous présenter comme candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Gatineau-Lalièvre, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Il y avait eu un problème. Il y avait un foyer pour les personnes âgées dans ma ville natale de Buckingham, puis le dirigeant à l'époque, il y avait eu un conflit. Et j'ai trouvé que le directeur, il avait raison, sa décision. Donc, j'ai plaidé sa cause à Québec, puis je voyais que ça avançait pas trop, donc j'ai réussi d'avoir l'appui des employés de le foyer avec une résolution du conseil municipal de la ville de Buckingham et de ceux qui ont été mandatés pour parrainer
personnes plus âgées, le Club Lyon. J'avais tous ces organismes-là qui appuyaient ma point de vue sur le directeur. Donc, la directrice régionale n'était pas d'accord. Donc, la ministre, Mme Lavoilou, ils ont appelé pour monter à Québec. Puis, on a rencontré Mme Thérèse Lavoilou avec la directrice régionale pour régler le problème. Donc, la ministre a écouté, puis elle a dit très bien, elle a dit, maintenant que j'ai compris les deux côtés, je vais demander à mon sous-ministre adjoint de s'en occuper. Bon. Quelques semaines passent, puis à un moment donné, j'appelle, puis j'ai dit, qu'est-ce qui arrive avec le directeur? Est-ce qu'il va réintégrer son poste? Il a dit non. Bien, j'ai dit, je pensais qu'avec tous les appuis qu'il y avait, elle dit non, on avait fait on a engagé un expert, puis notre décision reste. Je n'étais pas heureux. J'étais frustré avec tout cela. J'étais chez moi, dans ma ville natale, avec tous les appuis, puis je n'étais pas capable de défendre un cas qui était justifiable. Donc, à un moment donné, à cette époque-là, le Parti libéral, il n'y avait pas de candidat, puis l'élection s'en venait bientôt. Au fédéral, vous Au parlez. fédéral. Puis c'était les conservateurs qui avaient pris le comté, puis donc j'avais réussi à avoir un groupe qui ont travaillé, puis évidemment, j'ai été choisi parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Ça a bien donné. J'avais beaucoup de gens qui ont réussi à avoir des cartes de membres, puis j'étais candidat officiel. Donc, je me suis présenté au fédéral. Mais encore là, la chance vient en ligne, hein, parce qu'on n'avait pas le vent d'un voile non, vraiment pas. En 88 du tout. Ça regarde pas bien. Puis les premiers sondages ont sorti et j'ai été en arrière par pas mal. Peu importe. À la fin, si je perds, je vais féliciter la gagnante parce que ça, c'est important de montrer. Bon. Mais encore, la chance vient en ligne. Je reçois une lettre de l'Alliance de la fonction publique. Ils disent qu'ils veulent faire une assemblée pour leurs fonctionnaires. Il y en avait beaucoup à Gatineau, peut-être 10-11 000. Ils disent qu'ils ont des questions, sont inquiets de certaines choses. On veut faire une soirée, puis on aimerait ça que vous citez. Puis il y avait un document, il fallait que je signe à l'effet que je me présente seul. Pas avec un entourage qui crie, que je me présente seul à la soirée. J'ai dit oui, je l'ai signé. Donc, la soirée arrive, puis j'arrive dans la salle, puis à ma grande surprise, on s'attendait 600-700 personnes, il y avait à peine 125. Les fonctionnaires, ils n'ont pas venu, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Mais ça ne m'a pas pris beaucoup de temps de me rendre compte que mon adversaire était candidate conservatrice, qu'elle avait emmené sa gang. On sent ça, hein? On voit là qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là. Donc, la soirée a débuté avec un animateur, puis j'étais le cible, pas le candidat sortant, c'était moi le cible. Il parlait de la politique provinciale, puis on était dans une course fédérale. C'était ridicule, hein? Puis ça criait dans la salle, puis j'ai été accusé de toutes sortes de choses. On parlait d'une campagne fédérale. Mais en quoi ça vous a servi alors, donc? Vous dites que c'était une chance. Bon, justement. À la fin de tout, c'était une soirée, c'était criage, puis ça n'a pas servi. L'animateur, il dit à moi, il dit, la directrice, Mme Hérène, je me rappelle toujours, était vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique. Elle dit, elle veut vous parler. Elle dit, elle est dans le bureau en sortant. Voulez-vous lui... J'ai dit oui, je ne savais pas pourquoi. J'arrive, je rentre, Mme Hérène, je rentre, elle dit, on veut vous présenter nos excuses. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là? Elle dit, on n'accepte pas ça. Ça, c'est une honte. C'était pas supposé se passer comme ça. Non, elle dit, c'est une honte, puis on n'est pas de bonne humeur, puis elle va goûter. Elle dit, je veux juste vous dire on ne laisse pas ça comme ça. Elle dit, on a l'intention
d'envoyer une lettre à tous nos fonctionnaires pour leur dire, vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais la candidate conservatrice, là, tant que nous, dehors, à tout prix. Ça a décrédibilisé la candidate adverse. Il y avait des 10, 11 000 fonctionnaires, leurs épouses, leurs enfants. C'est bien du monde, là. J'ai dit moi-même, ça va avoir un impact. Donc, j'ai réussi, j'ai gagné, puis avec à peine 2000 votes. Mais ça fait rien. J'aurais pris 20 000. J'aurais pris 20 votes, n'importe quoi. Mais ça vous a profité. Oui, absolument. J'ai vu. Ça prend un élément pour t'aider ta cause. Hein. Autrement, ça n'allait pas bien. Vous êtes élu et vous arrivez à la Chambre des communes. Donc, on est à Ottawa. C'est une dynamique différente, j'imagine. Comment ça s'est passé, votre arrivée? Bien, on était dans l'opposition. Donc, Oui. dans l'opposition, tu n'es pas le gouvernement, oui, c'est un gouvernement Mulroney. Oui. Puis, il y avait une grosse majorité, puis c'est le libre-échange qu'on était contre qui avait passé, puis en tout cas. Mais dans l'opposition, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu fais le mieux que tu peux. Quand on a pris le pouvoir en 93, là, on était le gouvernement. C'est là que j'ai vu que le rôle du député à Ottawa, c'est fort différent du rôle du député au Québec. Au Québec, on avait un rôle à jouer, un grand rôle à jouer, auprès des maires, auprès du ministère des Transports, auprès de beaucoup de monde. On avait un devoir, puis on avait de la responsabilité. Ottawa, c'est les hauts fonctionnaires qui menaient tout. Notre rôle était très, très minime. Puis ça m'a déçu. Puis à ce moment-là, il faut que j'avoue, j'ai regretté que j'avais quitté Québec parce que je voyais la différence. C'était plus proche de chez vous, par exemple? Oui, le seul avantage que j'avais, c'était plus proche. Mais j'ai vu que notre rôle était tellement... Les hauts fonctionnaires, j'avais eu des exemples. Ils m'appelaient pour annoncer des choses là, que j'ai dit. Dans le passé, ça n'a jamais marché. Pourquoi vous voulez le faire encore? J'ai dit, vous voulez faire la même chose, mais ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas d'accord. Mais ils ont dit, OK, on va y penser. 2-3 jours, ils me rappellent, ils disent, on le fait quand même. Veux pas. Moi, j'ai ri parce que je savais que c'était comme ça. C'est les autres qui venaient. Vous en êtes rendu compte dès le début de votre mandat? Non. Quand on est devenu le gouvernement. J'ai vu que notre rôle, là... C'est surtout quand vous étiez au pouvoir que ça s'est manifesté oui, le plus. Oui, ça s'est manifesté. Je me rappelle, on avait beaucoup de cas d'immigration auparavant. Malgré qu'on était dans l'opposition, le ministre conservatrice, dans le temps, acceptait certaines recommandations du député, puis ça marchait bien. Mais nous, quand on est devenu le gouvernement, ça ne marchait plus. Ça en a déçu plusieurs. En d'autres mots, notre contribution était rendue minime. Oui. Puis on se rendait compte. Ça doit miner le moral, ça aussi. Ah oui, hein? J'ai dit à un moment, comparativement à Québec. Il y a eu un débat aussi, alors que Lucien Bouchard était député conservateur avec M. Mulroney, en fait, sous le gouvernement Mulroney. Il défend l'interdiction de l'affichage et de l'affichage bilingue. Et vous, encore une fois, vous comprenez la situation. Est-ce que vous avez eu à vous expliquer cette fois-là avec votre caucus ou avec vos collègues? Non, j'étais dans le caucus du Québec, puis on n'était pas nombreux. Hein? C'était pas difficile. On était tous d'accord là, sur cette question. Puis les autres collègues, vous n'aviez pas de débat avec eux? Non. Il y avait des autres provinces, oui, mais on disait qu'ils ne comprennent pas le problème. Donc vous étiez quand même assez divisés. D'une façon, oui, mais on était solidaires dans le caucus du Québec sur la question. On n'était pas nombreux. Hein? Et en août 1989, vous appuyez les Libanais canadiens pour faire pression pour un cessez-le-feu. Vous vous souvenez de cette période, un cessez-le-feu au Liban pour condamner la Syrie? Je suivais les événements du Moyen-Orient beaucoup. J'avais lu beaucoup sur la question. Il y avait un intellectuel américain, Chomsky, qui était renommé.
Noam Chomsky. Noam Chomsky. Puis là, je comprenais le problème un peu mieux du Moyen-Orient. Je ne peux pas dire que je l'ai compris au complet parce que c'est assez compliqué. Mais je trouvais que le Liban est devenu une victime. Pourtant, le Liban, quand les Palestiniens ont été obligés de quitter leur terre natale en 1948, ils sont ramassés la majorité au Liban. Le Liban les a pris. Oui. Et donc, vous, ça vous a éveillé à cette... ça Oui. vous a sensibilisé à la question. Donc, c'était des discussions que vous n'aviez pas chez vous, malgré vos origines? Non, mais mes frères, oui. Oui. On était Oui. on discutait de la question, puis je trouvais que quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les Israéliens ont attaqué le Liban avec des bombes, même à Beyrouth, je me suis levé en chambre pour demander à notre ministre des Affaires extérieures qu'est-ce que le Canada, qu'est-ce que va être notre position. Ils ont brutalement attaqué le Liban. Pour quelle raison? Donc, vous vous êtes manifesté. Auriez-vous aimé ça, travailler un peu plus sur les affaires étrangères? J'ai fait partie d'un comité pour un bout de temps, mais vraiment, j'étais plutôt au service de mes électeurs pour des problèmes, sûreté d'immigration. Puis d'ailleurs, il y en avait beaucoup du Liban. Ça, c'était un problème épineux, puis on avait beaucoup de difficultés à régler les problèmes. En septembre 1992, lors d'une conférence à l'Assemblée d'investiture d'un de vos collègues, vous allez dénoncer plusieurs problèmes qui minent l'économie canadienne, et notamment les taxes, qui avantagent les plus riches et les caisses occultes des partis politiques fédéraux. Vous vous souvenez de ces critiques que vous avez faites? Oui. Comment c'était reçu par le parti Bien, et par le gouvernement? quand le gouvernement fédéral de M. Trudeau, ils ont décidé d'abandonner la taxe sur la succession. Pourquoi que j'ai été au courant de ça? Parce que quand mon père est décédé, ma mère a reçu une facture pour la taxe de succession. À l'époque, c'était important. Mon père, il avait bien réussi, mais il n'était pas très riche. Mais ça n'empêche pas que la facture était salée. Donc, arrive Trudeau, il débarrasse de la taxe sur la succession. Mais il y avait une femme qui était pas éditeur, était journaliste de Globe and Mail, Barbara McQuaid, à l'époque. Puis, elle, je l'avais rencontrée au Conseil des Canadiens. C'était un organisme pas mal à gauche. Puis, elle avait écrit un livre qui s'appelait La porte du lion. En anglais, c'était Behind Closed Doors, mais en français, La porte du lion. Puis, elle démontre comment les plus riches au Canada, ils ont mis la pression sur le gouvernement fédéral, qui était de M. Trudeau, pour éliminer les taxes sur la succession. C'est pas les pauvres qui s'inquiètent de ça, c'est les riches. Puis les riches, on le sait, ils ne se promènent pas sur la colline parlementaire avec des pancartes. Non. Ils ont des entrées. Puis ils avaient réussi à éliminer des taxes de succession. Ça, c'était une faveur pour les plus riches du pays. Puis moi, je trouvais ça terrible. Donc, vous avez formulé vos critiques et vous les avez dites tout haut. Oui, là-dessus. Puis il y avait d'autres choses que vous avez mentionnées, là. Bien, les caisses des partis. Ah oui, moi, j'avais présenté un bill privé qu'on fait comme le Québec, c'est-à-dire les contributions aux partis politiques au fédéral, ça va être comme le Québec, où c'est très, très limité, plafonné. Puis j'avais même préconisé qu'au Québec, quand on est candidat, 50 de nos dépenses viennent de l'élection Québec. Et quand on a des représentants le jour de l'élection, c'est le Québec encore qui paye. Mais au fédéral, c'était pas pareil. Donc, moi, je voulais que c'est le gouvernement même finance l'élection pour pas qu'il y ait des influences indues. Mais je n'ai pas réussi avec mon bill privé. Parce qu'il n'y avait pas assez de scandales. Si j'avais venu des années plus tard, ça aurait été mieux. Oui, là, vous annoncez la suite. En octobre, il y a eu, on est toujours en 1992, il y a eu la campagne de Charlottetown, du référendum de Charlottetown. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous avez vécu ça? Vous avez soutenu, oui. vous avez défendu. Nous, on avait pris position, le parti, qu'on était en faveur de l'entente Charlottetown.
j'avais rencontré un sénateur de l'Ouest, un sénateur libéral, puis lui, il m'avait dit, ça passe pas dans l'Ouest, cette affaire-là. Moi, j'étais surpris, mais j'ai dit, ça passe pas dans l'Ouest. J'ai dit, j'ai la même impression que ça passerait pas au Québec non plus. J'ai dit, donc ça marchera pas, cette affaire-là. Puis comme de fait, c'était battu, l'affaire de Charlottetown, pour le changement dans la Constitution. Est-ce qu'il y a eu des séquelles dans le parti, dans votre parti? Est-ce qu'il y a eu des conséquences qui ont duré après? Non, pas vraiment. Quand l'échec est venu dans Charlottetown, quelques mois plus tard, M. Mulroney a annoncé sa démission, puis il est parti, puis Mme King Campbell a pris possession. Non. Votre deuxième mandat, en 1993, c'est quand même une nouvelle dynamique à Ottawa. Vous gagnez l'élection, le Parti libéral forme le gouvernement, il ne reste plus beaucoup de députés conservateurs, le Bloc est formé, donc c'est une nouvelle configuration. Comment vous avez vécu, vous, ce début de législature? Oui, bien, le Bloc est devenu l'opposition officielle. Ça, c'était très rare. Oui. Puis, il y en avait beaucoup qui disaient comment que ça peut, le Parlement, ça ne marchera pas. Mais nos institutions démocratiques au Canada puis au Québec, ils sont forts. Donc, l'opposition officielle était le Bloc, mais ça a fonctionné quand même. Est-ce que vous avez été, comment dire, est-ce que ça a transformé la façon de faire pour vous? Non, pas vraiment. On a porté plus d'attention au Québec, évidemment. On voyait que leur force était au Québec, puis on était conscient de cela. Est-ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui changeait? Il y avait certains comtés qu'on savait qu'on serait très difficile de pénétrer, puis que le Bloc québécois était vraiment installé là, puis on voyait que ce serait très difficile de trouver des candidats connus de valeur parce qu'ils voyaient la tâche trop difficile. Oui. On est obligé de composer avec ça. Oui, effectivement. Chose rare en raison de la discipline de parti, en octobre, vous allez critiquer votre gouvernement parce qu'il retire un programme de recherche d'emploi dans votre comté. Et vous dites qu'ils ont créé des fausses attentes, vous dites avoir été induit en erreur, donc vous critiquez votre propre gouvernement. Et vous vous opposerez aussi en 1995 au budget de Paul Martin, aux coupures qu'il prévoit dans les programmes sociaux. Vous avez souvent pris la parole pour vous opposer aux décisions de votre gouvernement. Oui, je trouvais que le budget que M. il y avait un gros déficit. Il voulait couper. Mais les paiements de transfert ils ont été réduits, surtout pour la santé, ces choses-là. Puis nous, dans le caucus du Québec, on était très concernés, puis on n'aimait pas ça, les coupures. On trouvait que ça va faire du tort. Ça avait un gros effet sur... Oui, on a vu que ça avait un gros effet. À un moment donné, M. Martin est venu au caucus, il faisait partie du caucus du Québec, puis un matin, je me rappelle, avec lui, on avait soulevé nos inquiétudes, puis on avait mis de pression, puis à ma grande surprise, il s'est fâché, puis il a dit, écoutez, c'est pas moi qui ai demandé d'être ministre des Finances. Puis il dit, s'il n'y a pas des changements, il dit, moi, je m'en vais. On était surpris. On en a arrêté de le talonner. Puis, quelques jours après, il a fait face à la caucus d'Ontario. Puis j'avais demandé au whip, plutôt le président du caucus d'Ontario, est-ce que je peux faire partie, m'asseoir en arrière, puis pas parler, évidemment. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, M. Martin a présenté sa situation. Il y en a beaucoup qui ont questionné. Mais il y avait un type qui avait demandé à M. Martin, qu'est-ce que ça va prendre pour rétablir les finances du gouvernement? Que vous changiez votre stratégie. Puis il avait dit, bien, M. Martin dit, mais ça va prendre un miracle. On s'est mis à rire, un miracle. Mais il dit que le taux d'intérêt sur notre dette accumulée, qui était rendu à 300 quelques milliards, représentait beaucoup d'argent. Mais il y a un miracle qui s'est produit dans le sens que quelques mois après,
C'est incroyable, mais le taux d'intérêt sur notre dette a baissé de 4 points. Ça veut dire qu'on sauvait, en partant, 16 milliards de dollars par année. C'est énorme. Ça nous a permis de balancer le budget dans 3 ans. Et en 1995, on en a vaguement parlé tout à l'heure, survient le référendum. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Quand ça a commencé, ça allait très, très bien. On trouvait que le vote du non était pour être beaucoup plus fort que le oui. On sentait que ça allait bien. Mais à un moment donné, ça a déraillé d'une façon. Il y avait eu des critiques trop amères contre le oui, puis ça c'était pas bon. On avait peur de cela. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand M. Parizeau a décidé de donner la vedette, si vous voulez, à M. Bouchard, qui a fait la tournée au Québec, c'est là qu'on a vu la différence. Vous êtes élu une 3e fois au plan fédéral dans un comté qui s'appelle désormais Gatineau. Le gouvernement libéral est majoritaire, toujours avec Jean Chrétien comme chef. Vous nous avez parlé de lui un petit peu tout à l'heure, mais comme chef, comment vous le trouviez? Comme chef, M. Chrétien, il avait un grand talent. Hein? Il était extrêmement sensible à des petits changements. Là. Il avait de la sens politique vraiment développé. Je me rappelle avec lui une fois, on s'en allait dans le Moyen-Orient. Puis M. Pelletier m'avait dit, M. Chrétien veut vous parler. Je me assis avec, on a pris un lunch. Puis on parlait de toutes sortes d'affaires. Lui, il aimait ça parler de la politique du Québec, puis il savait que j'avais été à Québec. À un moment donné, il dit à moi, il dit, vous le savez, il dit, M. Bouchard va démissionner. Puis moi, j'ai souri en voulant dire, comment tu peux savoir ça? Puis je me rappelle son geste, il m'a vu comment j'avais souri. Il a baissé sa fourchette, son couteau, puis il m'a regardé, il dit, Marc, il dit, regarde là, j'ai des amis au Québec, je sais qu'est-ce qui se passe. Il dit, je te le dis, il va démissionner. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, dites-moi, il dit, écoute là, il dit, il est premier ministre du Québec, très populaire, puis il dit, je connais plusieurs de ses amis, puis il se plaint toujours que lui, il s'est sacrifié pour faire de la politique, puis que vous autres, vous êtes dans l'entreprise 50, vous faites beaucoup d'argent. Moi, je suis dans la politique, il n'y a pas d'argent. C'est vrai, il y avait, comme M. Chrétien m'a dit, il n'y a pas d'argent pour être en politique. C'est pas le place pour être... Pour aller faire de l'argent. De l'argent. Donc, il dit, il trouvait que lui, il se faisait des sacrifices, puis les autres, ses amis, étaient tous dans les affaires, puis faisaient de la grosse argent. Il dit, je te le dis, il va trouver une raison, puis il va quitter. Mais un an après, il a quitté. Ça m'a surpris. Il était au courant de beaucoup de choses. Puis il surveillait... Oui, il était très... Puis il avait le tour. Hein? Il avait le tour de parler avec ses collègues, puis il avait une bonne mémoire, puis il avait le tour de conter des histoires. C'était toujours amusant de l'écouter. Et vous avez été réélu aussi fin novembre 2000 pour un 4e mandat. Et là, un nouveau parti fait son apparition à Ottawa. C'est l'Alliance canadienne de Stockwell Day. Oui, mais on avait battu Stockwell Day dans l'élection de 2000. Ça, c'était assez facile. Parce que j'ai vu en chambre qu'avec Stockwell Day, là, il allait nulle part. Puis d'ailleurs, M. Chrétien, qu'est-ce que je trouvais drôle, quand on avait nos caucus le mercredi matin avec les libéraux, à la fin des discussions de 2 heures de temps, c'était toujours le chef qui avait la parole à la fin. Puis j'avais remarqué que M. Chrétien se moquait du Reform. Il savait qu'il n'était pas dangereux. Mais ça ne vous a pas inquiété, quand même, politiquement, de voir qu'il y avait un groupe qui se formait et qui... Non, parce que c'était dans l'Ouest, puis on connaissait leur mentalité, puis ça ne nous dérangeait pas. En septembre 2001, vous relancez le dossier d'un pont dans l'est de l'Outaouais et vous dites que le développement de la région serait ralenti ou même stoppé, en fait, si la question n'était pas réglée de construire un nouveau pont. Oui. Pour longtemps,
la question était d'avoir un autre pont pour traverser dans la ville d'Ottawa, de Gatineau. Oui. C'était le Monté-Paiement. Puis la ville de Gatineau, ils ont exproprié tous les terrains nécessaires qu'éventuellement, il y aurait une route majeure qui irait faire le pont. Ils appelaient ça le pont de l'île Kettle. Il y avait comme une île entre la ville de Gatineau et Ottawa. Et le but était de faire un pont pour traverser. Croyez-le ou non, ils ont annoncé l'éventuel pont en 1974. J'étais présent à la conférence de presse. Là, on est rendu, je ne sais pas combien... 2000, plus de... Puis ouais, on 2001. parle, puis la commission de La capitale nationale. la commission de la capitale nationale, dans le temps, ils ont fait faire ils étaient rendus à leur troisième étude. Pas capable de prendre de décision. Le problème était que le gouvernement d'Ontario disait que c'était pas une priorité. Donc, ça n'allait pas loin. Hein? On avait besoin le concours du gouvernement provincial d'Ontario, celui du Québec qui était d'accord, puis l'NCC. Puis, étude par-dessus étude par-dessus étude. C'était rendu frustrant. Parce que c'était nécessaire pour le développement, surtout sur le côté québécois. On n'a jamais eu de pont. Puis ça ne s'est jamais fait. Non, ça n'a jamais été fait. Il y avait toujours des obstacles. Mais un des problèmes, c'est que sur le côté d'Ontario-Ottawa, il était supposé de construire ce qu'il appelait, il appelait ça en anglais un ring road. C'était une route qui contournait la ville d'Ottawa pour les gros camions, puis c'est ça. Ça n'a jamais été fait. En septembre 2001, une tragédie va marquer le monde, évidemment, les attentats à New York. Et est-ce que vous étiez proche des communautés arabes? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes autour de vous à ce sujet-là? Comment ça s'est passé? Non, quand c'est arrivé, évidemment, à New York, tout le monde a soulevé. Oui, c'est une tragédie. Une tragédie, tout le reste. Puis, je me rappelle, qu'est-ce que je me rappelle de ça? C'est que l'ambassadeur américain à Ottawa avait fait une déclaration le lendemain ou 2 jours après que les terroristes venaient du Canada. Moi, j'avais écouté ça le matin à la radio, puis j'étais bouleversé. Mais connaissant M. Chrétien, j'ai dit à moi-même, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Comme de fait, à l'après-midi à 4 heures, l'ambassadeur fait une conférence de presse, puis il a dit que Canada, c'est un de nos meilleurs amis, puis qu'il n'y a pas de preuve à l'effet que les terroristes venaient de Canada. Moi, j'avais appris par la suite, c'est M. Chrétien, il a réglé son cas. Appel. Il a fait un appel, puis fallait que ça agisse immédiatement. C'était ridicule, mais c'était fou comme ça. Hein? Qu'est-ce que ça cause dans un gouvernement, ce type de... Il y avait des... Croyez-le ou non, il y avait plusieurs de mes collègues pensaient que les Américains, ils ont subi ce qu'ils ont fait subir à d'autres. Mais on ne parlait pas publiquement là-dessus. Non, bien sûr. Bien sûr. Puis qu'il y avait... parce que je me rappelle, à un moment donné, quand M. Chrétien a refusé d'aller en Irak, si vous vous rappelez, là, 2001, il y a eu plusieurs caucus sur le sujet. Puis ça, c'est un des moments que je me rappelle, les 2-3 semaines qu'il y a les caucus nationaux. Chaque député qui a pris la parole, à une autre occasion, j'avais dit ça à Québec, mais cette fois-là, chaque député qui a pris la parole disait, on n'a rien à faire là-dedans. On ne devrait pas participer là-dedans. C'était unanime, c'était rare, ça. Puis M. Chrétien a déclaré qu'on ne faisait pas partie de le désastre qu'il y a eu en Irak, 500 000 morts. Puis ça a réglé quoi? Puis combien de gens aujourd'hui savent que 85 de l'argent du pétrole d'Irak appartient à des compagnies américaines? En 2004 se profile une nouvelle élection et des candidates se présentent contre vous à l'investiture. Ah oui, mais ça s'en venait, ça. Ah oui?
Vous Parce l'avez que- senti venir? Oui. Non, non, mais moi, après l'élection de 2000, j'avais signalé à tous ceux qui étaient autour de moi, qui travaillaient pour moi, que je ne me présenterais pas. OK. Puis, à un moment donné, j'ai pensé peut-être, mais non, j'ai décidé que c'était fini. Est-ce que c'est pour ça, d'après vous, qu'il y a eu des candidats à l'investiture? Il y a eu une investiture, oui. Mhm, mhm. Puis pourquoi vous ne vouliez plus vous présenter? Est-ce qu'il y avait une raison en particulier ou c'était Non, ça après? faisait 30 ans Oui. en vie publique. Puis mon épouse avait hâte que je... Ouais. Elle a été que je patiente, hein? Oui, très, très. Donc, après l'année 2000, là, j'avais dit, tiens, ça fait assez longtemps. Là. Mhm, mhm. Et à quoi vous avez occupé les années qui ont suivi? Bien, évidemment, c'est un gros changement. Comme ils disent, le Ça téléphone doit. ne sonne pas autant. Hein. Mhm. Puis, je me rappelle, j'avais eu un appel dans la curatelle publique. Ils m'ont demandé si je serais intéressé. Il y avait des types qui n'étaient pas aptes à leurs besoins, puis de leur aider. Puis, donc, j'étais impliqué avec la curatelle publique pour des différentes personnes, puis à démêler, aller voir les médecins, ou surtout quand ils recevaient leur pension. Tu sais. Il y avait toujours des choses. Des fois, il y a des gens qui m'appelaient quand même, puis me demandaient pour des questions d'immigration, mais... Alors, vous alliez expliquer certaines choses à des gens qui avaient besoin de votre oui, aide. oui, oui. Mhm, Il y mhm. avait toujours cela. Hein. Quel est le meilleur souvenir gardez-vous de votre vie parlementaire, que ce soit à Québec ou à Ottawa? Bien, mais justement, mes frères, à un moment donné, ils m'ont dit, on trouve quelque chose de curieux ici. Quand vous parlez de vos expériences, les épisodes de ta vie politique, ils ont dit, c'est jamais, quand tu étais au fédéral, c'est toujours au provincial. Ah oui. Ils ont dit, as-tu remarqué ça? Puis ça m'avait frappé, puis c'est vrai, parce que au provincial, j'avais ce lien avec la population. Il y avait plusieurs municipalités, puis j'ai rencontré des gens, des caractères, des gens sympathiques, puis j'étais à l'aise avec eux, et eux étaient à l'aise avec moi. D'ailleurs, il fallait qu'ils soient à l'aise avec moi. Ils m'ont élu avec un accent français que j'avais dans le temps, puis que, donc, j'avais beaucoup de plaisir. Puis j'aimais donc ça, aller à leur rencontre, parce que c'était toujours agréable. Donc, mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'étais ici, à Québec. Mhm. Marc Assad, merci beaucoup pour ces entretiens. C'est moi qui te remercie. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici après toutes ces années? Beaucoup de souvenirs. Hein? Je regarde les photos là, de mes anciens collègues. Là. Je me rappelle, pourtant, ça fait au-dessus de 50 ans, puis je me rappelle très bien de la plupart de ces gens-là, les conversations, puis les arguments qu'on a eus en caucus. Puis le corridor ici allait au bureau du premier ministre à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de trafic ici. Mais tout l'endroit de l'Assemblée nationale, je me sentais chez nous ici, surtout à la bibliothèque. J'allais souvent le mardi soir quand il y avait de la session. Mais c'était agréable de voir les passerelles ici que j'ai bien connues, puis j'avais bien aimé. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient en particulier? Peut-être durant la crise d'octobre, on avait beaucoup de réunions. Puis, on était tous inquiets parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait vraiment, tu sais. Puis, on avait toutes sortes de théories, mais on voulait tout revoir Pierre Laporte parmi nous, parce qu'on l'aimait beaucoup, hein. Je me rappelle de ça, là, que quand on a appris qu'il est décédé, là, ça nous a... C'était terrible, qu'est-ce que ça nous a fait.